L'objet de notre rencontre dans ce 4e numéro de Sciences et Technologies est la banane plantain, un produit très prisé en Côte d'Ivoire et dans le reste de l'Afrique. Les statistiques du Centre national de recherche agronomique CNRA indiquent que la Côte d'Ivoire a une production annuelle de bananes plantain de 1 500 000 tonnes. La banane plantain est la 3e culture vivrière ivoirienne pour une consommation de 80 kg par habitant et par an. Sa forte demande intérieure est accentuée par un marché sous-régional et international en constitution. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Sciences et Technologies. Je suis en compagnie du docteur Nyouri Philippe, directeur de la station CNRA Bembresso, point focal du projet PPAO WAP, et M. Kakutano, coordonnateur des filières racines, tubercules et plantains à l'Agence nationale d'appui et du développement rural ANADER. Bonsoir messieurs. Je propose de suivre ce documentaire réalisé par la direction des fictions et documentaires. Il parle de la banane plantain, un produit originaire d'Asie du Sud-Est. Le bananier plantain, c'est plus de 200 variétés connues dans le monde. Il est cultivable dans les zones tropicales où les pluies atteignent 1100 mm par an. Le plantain existe sous plusieurs types et il est la base de l'alimentation de nombreuses populations du pays. Malheureusement, il est non seulement l'objet d'attaques de plusieurs maladies, mais il est également soumis aux aléas du climat. Autant de raisons qui ont poussé les chercheurs du CNRA à se pencher sur les problèmes posés par la production, la conservation et même la commercialisation de cette plante qui, jusqu'à présent, produit à contre-saison. Depuis septembre jusqu'en mars, il y aura beaucoup de bananes sur le marché. Mais à partir de mai jusqu'en août, c'est la période creuse. Il n'y a plus de bananes. Et la recherche s'est saisie de ce manque-là, de cette pénurie, pour mener la culture de contre-saison, c'est-à-dire produire au moment où il n'y a pas de bananes. Mais pour produire en contre-saison, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Nos parents produisent, comme je l'ai dit, avec les cultivars locaux, mais qui sont très peu productifs. Voilà. Aujourd'hui, le CNRA dispose de variétés qui sont très performantes, qui permettent de produire jusqu'à 40 tonnes à l'hectare, Pita et Fia. Deuxièmement, nos parents, dans leur itinéraire technique, avaient des densités très faibles et puis associées à d'autres cultures. Aujourd'hui, le CNRA a mis au point des itinéraires techniques qui permettent de produire la banane en culture pure, mais à des densités plus élevées. Nous étions à 1666 pieds à l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes passés à 2500, qui permettent d'avoir des rendements de 40 tonnes à l'hectare avec les cultivars que nous avons. La période d'abondance, nos parents savent déjà le faire. Mais nous mettons plutôt l'accent sur la période de pénurie. Mais le besoin du bananier, il faut 5 mm d'eau par jour. Il est difficile pour la banane plantain de se passer d'une bonne pluviométrie. Aussi, l'une des techniques consiste en l'irrigation des parcelles. Si vous plantez, il faut absolument irriguer pour traverser la grande saison sèche qui va de décembre à mars. Si vous ne faites pas ça, même si vous avez planté, le bananier va attendre le retour des pluies pour entamer sa croissance. Aucune variété de banane pour le moment ne peut résoudre le problème de pluviométrie, puisque le cycle c'est entre 10 et 12 mois. Il y a forcément une période où il n'y a pas de pluie. Donc pour que la production soit soutenue, il faut absolument faire de l'irrigation. L'objectif à terme pour les chercheurs est de pouvoir disposer de bananes toute l'année, éliminant du coup la contre-saison. Des expériences sont en cours actuellement. Si les expérimentations qui ont lieu actuellement sur les autres sites finissent par prendre et qu'on a de grandes superficies, la production insuffisante pendant la période de pénurie finira par être comblée. Parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas seulement les sites
équipés en système d'irrigation, mais d'autres Ivoiriens, en s'investissant, en s'appuyant sur l'encadrement du CNRA, pourra produire pendant cette période de pénurie et on peut avoir toute l'année de la banane. Une partie produite par nos parents, voilà, qui se produisent quand il y a de la pluie, et une partie produite par des gens qui voudront bien s'investir en achetant quelques systèmes d'irrigation et puis de la motopompe pour produire pendant la période de pénurie. Et on pourra, avec les deux, combler la pénurie de la banane qui existait avant. Donc on pourrait avoir la banane toute l'année en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. L'un des défis majeurs de la recherche, c'est l'éradication des maladies du bananier afin d'améliorer les variétés d'une part et d'autre part, au niveau des résultats, d'avoir des rendements meilleurs. Donc, si nous avons deux variétés améliorées, il s'agit de Pita 3 et du Fia 21, qui sont des hybrides tolérantes à la maladie des rats noirs, qu'on appelle communément la cercosporiose. C'est une maladie qui détruit le feuillage du bananier. Et ces deux hybrides-là produisent sans qu'on ait recours à des fongicides pour les protéger à cause de cette maladie. Donc c'est leur avantage. Et donc dans ces conditions, ils nous donnent des rendements assez élevés par rapport aux variétés locales que nous avons assez sensibles à la maladie. Et au niveau du FIA 21, les résultats nous donnent 20 kg par régime. Avant, on n'avait pas cette variété avec nous. C'était au niveau des variétés locales. La variété locale, aujourd'hui, sur notre site d'application ici, nous avons 14 kg au niveau de la variété locale. La variété Pita 3, nous sommes à 17 kg. Donc c'est ce que nous avons comme résultat aujourd'hui. Comparé à la variété locale, c'est le résultat de ces deux variétés introduites. L'effeuillage est l'une des bonnes pratiques agricoles mises au point par le CNRA. Nous avons constaté qu'il n'y a pas eu d'attaque de maladie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cercosporiose dans ces champs-là. Et pour éviter ce genre de maladies, ici, nous pratiquons l'effeuillage. C'est les bonnes pratiques agricoles. Nous n'avons pas utilisé d'engrais sur cette parcelle. Tout est naturel. Donc nous procédons à la bonne pratique en effeuillant les feuilles mortes, les feuilles âgées, nous les coupons. Afin d'augmenter le potentiel de production de la sauce, plusieurs techniques ont été mises au point pour résister aux maladies. Quand on fait la mise en place, c'est à ce stade-là que nous arrachons le bananier pour aller dans le tunnel. Ça fait environ 6 à 7 mois selon les variétés. Par exemple, ici, nous sommes en octobre. Ici, cette parcelle a été mise en place en avril-mai 2015. Contrairement à la MSD où on prend le plant déjà fleuri, dans le PIF, on utilise le rejet. C'est le rejet qu'on prélève à ce stade-là pour engager le processus de production des vivoplants. Quelle que soit la variété, vous pouvez utiliser tous les rejets à une certaine taille de développement. Ça, c'est le parage. Il s'agit d'arracher, d'enlever les racines et puis toutes les galeries, les traces de maladie. Le décortiquage consiste à enlever les gaines et mettre à nu les yeux. Chez le bananier, sous chaque gaine, il y a un œil dormant. Et la technique consiste à exploiter le potentiel de multiplication de chaque œil. Donc vous voyez là, nous avons là une souche décortiquée. Vous voyez là, ça c'est un œil. C'est le point de départ d'un rejet. Et sous chaque gaine que vous voyez là, il y a le point de départ d'un rejet. Mais comme les feuilles sont plus jeunes, on a des difficultés pour les voir. Mais dès qu'on les installe dans les conditions, tout va se développer. Une fois que la souche est décortiquée, on fait la désinfection dans une solution d'insecticide pour éviter que les nématodes et les charançons ne se développent dans le plant qui va être produit.
Ici, nous sommes à l'intérieur du tunnel. Donc, vous voyez que l'armature là est en fer et elle a été couverte à partir d'un film plastique qui crée des conditions qui vont stimuler le développement des bourgeons, c'est-à-dire les conditions de température élevée et d'humidité. Donc, à cet effet, ce bac-là a été installé. Quand il fait chaud, il y a de l'évaporation qui crée l'humidité saturante à l'intérieur. Et ce sont ces conditions-là qui permettent aux yeux de bananier de se développer. Et dans ce tunnel-là, on peut mettre 100 à 120 souches. Ça fait environ 2 semaines que ces souches ont été installées. Vous voyez les yeux se développer. Vous voyez les yeux se développer. Et ces yeux-là, nous les sacrifions. C'est ce qu'on appelle la scarification, pour qu'ils puissent se développer. Donc ce régie-là est sacrifié. C'est ce qu'on appelle la scarification. Donc voilà, on le détruit pour qu'il puisse, dès qu'il est détruit, tout autour, il y a des rejetons qui vont proliférer. Et c'est ce qui augmente le potentiel de production de la souche. Ici, nous sommes au stade de prélèvement. Les souches ont actuellement produit les plants. Vous voyez ici, là, nous avons un seul œil qui avait été scarifié, qui a donné toute cette boule-là. Et tout ce que vous voyez là vont produire des plants. Donc au départ, on avait un seul rejet, mais vous voyez le nombre de rejets qu'on peut prélever sur cette boule. Une technique de pointe a été mise au point par les chercheurs du CNRA, la culture in vitro. Mais en attendant son application sur le terrain, d'autres techniques déjà utilisées par les paysans permettent de voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Avec la MSD, vous pouvez avoir au minimum 60 plants par souche par rapport aux 5 régés. Il y a des variétés même en fonction de leur capacité qui peut aller jusqu'à plus de 100-150 plants. Avec le PIF, avec le point de départ c'est le régé, vous pouvez atteindre jusqu'à 20 plants par régé. Donc si vous multipliez ça par le nombre de plants autour du pied mère, ça vous fait facilement les 100 plants. Donc avec un seul pied, au lieu de 5 à 6 régés, on peut atteindre jusqu'à 100 régés. Donc si vous faites une mise en place, vous êtes sûr de faire des récoltes groupées, contrairement au régé où quand on fait la plantation, vraiment la récolte est assez étalée. Donc nous avons aujourd'hui ces 2 techniques qui nous permettent de produire le matériel végétal Borchamp. Mais aussi nous sommes une structure de recherche. Il y a une technique beaucoup plus évoluée, la technique in vitro. Voilà, mais ça se fait en laboratoire, mais ce n'est pas à la portée des paysans. Mais dans le cadre pour les paysans, voilà les 2 techniques que nous pouvons utiliser facilement, Borchamp. MSD et PIF. PIF qui utilise les rejets, MSD qui utilise les souches des bananiers. Mais toujours est-il, avec ces 2 techniques, on réussit à avoir suffisamment de matériel végétal de plantation pour créer sa bananerie à volonté. Pour l'instant, les paysans sont satisfaits de la technique utilisée, technique qui leur permet d'accroître leur production. Quand je suis venu avec les conseils techniques qu'on nous avait donnés, on a dit on va essayer de voir. Alors on a essayé, maintenant aujourd'hui vraiment on voit la différence. Parce que d'abord, on ne connaissait pas les techniques itinéraires qu'on connaissait avec nos anciennes bananes, on plante en vrac. Et quand ils sont venus, ils ont dit avec cette variété-là, il faut planter ça 3 sur 2 mètres. Et ce qu'on a fait, il faut bien planter ça en ligne. Et quand on a fait ça en ligne, on voit le résultat. Le résultat aujourd'hui, vraiment, ça nous donne satisfaction. Parce que nos anciens régimes que nous faisons en vrac, la production n'a pas ça. Et quand elles produisent encore, elles sont à 14 kg de régime. Alors avec la nouvelle variété qu'on nous a envoyée, avec la technique qu'on nous a donnée, on va jusqu'à 20 kg avec la nouvelle variété. 20 kg pour la première variété qui est faite à 21 et l'autre, nous sommes à 17 kg pour l'autre. Le local, c'est à 14 kg. Le plus gros régime, c'est à 14 kg. Vraiment, avec la nouvelle production, et c'est bien avec la technique qu'on nous a montré aussi, on voit que vraiment la production, elle n'est pas mal. Docteur Nyori, sur quoi repose la recherche sur la banane plantain? Actuellement, pour la banane plantain,
Le focus s'est porté sur la levée de la contrainte majeure, c'est-à-dire l'instabilité de la production, qui se décline en 3 causes. Une période d'abondance, où on a beaucoup de bananes qui partent de septembre jusqu'à avril. Et puis, il y a une période de pénurie. Ça, c'est la première contrainte majeure. La deuxième contrainte majeure, c'est que nos parents utilisent des variétés locales qui sont peu productives. Voilà. Et ces variétés-là ont besoin d'être améliorées. Ces variétés que nos parents utilisent sont aussi sensibles aux maladies. Et puis, l'une des contraintes, et non des moindres, c'est la disponibilité en matériel végétal de plantation, de qualité. Voilà. Parce que imaginez-vous, si quelqu'un veut créer sa bananeraie, s'il a besoin de créer 15 hectares, il a besoin de beaucoup de matériel végétal. Et là, au niveau des parents, un seul pied ne peut produire au maximum que 3 ou 4 rejets. Comment créer une bananeraie de 15 hectares? Donc, la production de matériel végétal de qualité était une contrainte majeure. Donc, voilà ces 4 contraintes sur lesquelles le CNRA a travaillé et puis a réussi à lever ces contraintes-là. Quels sont les résultats attendus? Le pays est traversé par beaucoup de fleuves. Nous avons la Komoué, nous avons Sassandra, nous avons Kavali, nous avons Bandama. Et le long de ces fleuves-là, c'est inexploité. Or, la banane, qu'est-ce qu'il lui faut? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Or, nous sommes actuellement en train d'assister à la modification du climat. On ne peut plus continuer de faire la culture pluviale du bananier. Voilà. Donc, à ce niveau-là, le CNRA a pu mettre au point une technologie qui permet de déterminer la quantité d'eau qu'il faut au bananier pour qu'il puisse produire en 10 mois à une période bien précise. Et pour nous, nos parents savent déjà produire la banane. Mais pour nous, il faut mettre l'accent sur la production de la banane au moment où il n'y en a pas. C'est-à-dire à partir de mai, juin, juillet, août. Voilà les 4 mois. Nous n'avons pas de banane sur le marché. Et les mangeurs de bananes ne disparaissent pas. Ils ont besoin de manger de la banane. Quand vous mettez de la banane à ce moment-là, ils y mettent le prix. Et l'offre, la loi de l'offre et de la demande fait qu'en cette période-là, le prix est élevé. Donc, le CNRA a aujourd'hui développé la production de la banane de contre-saison. Voilà. Ça, c'est la première technologie que nous avons générée. La seconde technologie que nous avons générée, étant donné les variétés locales qui sont sensibles aux maladies, avec l'appui des institutions internationales, nous avons caractérisé des hybrides que nous avons reçus en Côte d'Ivoire. Et parmi ces hybrides-là, 2 se sont avérés assez performantes. Et lesquelles? Il y a la variété, l'hybride Pita 3, mis au point par l'IITA. Le second hybride, il nous vient du Honduras, c'est le FIA 21. Lui également, il est assez performant. Et ces 2 hybrides sont résistants à la maladie du dessèchement foliaire. Donc voilà ces 2 hybrides qui peuvent aller jusqu'à 30-40 tonnes à l'hectare. Et en plus de ces variétés améliorées, le CNRA a mis au point aussi des techniques, des manières de cultiver pour accroître le rendement. Le CNRA, dans un premier temps, avait mis au point la densité 1666. Aujourd'hui, nous sommes passés à 2500. Nos parents tiennent tellement aux variétés locales. Nous ne pouvons pas les laisser de côté. Donc, pour qu'on puisse protéger ces variétés locales qui sont sensibles aux problèmes de dessèchement foliaire, nous avons mis au point des techniques de plantation qui alternent les lignes de ces variétés résistantes avec des lignes de variétés sensibles, de telle sorte que lorsque la maladie qui est dans l'air vient pour attaquer la variété sensible, la variété résistante bloque la maladie et atténue les attaques sur ces variétés-là. On était
très limitées au niveau de la disponibilité en matériel végétal. On utilisait les rejets. Non seulement il n'y en a pas assez, mais lorsqu'on les plante ailleurs, on transporte la maladie. Donc, le CNRA a développé des technologies ou a permis de les améliorer. La technique de multiplication par souche décortiquée, qui à partir d'une seule souche, on peut arriver à produire jusqu'à 100 rejets. À part d'une autre technique, la technique de PIF, à partir d'un seul rejet, on peut aussi aller produire jusqu'à 100 rejets. Les deux combinés nous permettent de disposer du matériel végétal sain et productif. Voilà. En grande quantité. Monsieur Tano, tout à l'heure, docteur Nyori l'a dit, on a des fleuves qui traversent la Côte d'Ivoire. Vous êtes avec les paysans. Est-ce qu'ils sont conscients qu'il est important pour eux de cultiver la banane au bord de ces fleuves ou bien dans les bas-fonds? Est-ce que vous leur en parlez? Nous leur en avons parlé, mais très peu de paysans le font actuellement. L'aménagement au bord de ces fleuves d'un certain coût, pas forcément à la disposition de beaucoup de paysans, mais nous avons aussi indiqué à des paysans qu'il y a possibilité de cultiver la banane de contre-saison dans des plaines où la nappe d'eau n'est pas assez profonde en saison sèche. Quand il y a beaucoup d'eau dans le bas-fond, on peut se contenter des bordures de ce bas-fond-là pour faire cette culture. Le CNRA, les universités nationales, l'ANADER et l'IDT travaillent en étroite collaboration afin d'apporter des solutions innovantes aux problèmes auxquels est confrontée la filière banane plantain. De quoi s'agit-il? En 2008, nous avons connu la crise alimentaire. La Banque mondiale a souhaité aider les pays africains. Et il a été mis... on a développé le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le PPAO. Et ce programme comporte plusieurs composantes. Mais la composante pour laquelle le CNRA est impliqué, c'est le Centre national de spécialisation. Et ce Centre national de spécialisation fait intervenir différentes structures. Toutes ces institutions pour aborder les problèmes qui se posent au niveau de la chaîne de valeur de la banane plantain. Il y a même les universitaires qui interviennent aussi au niveau d'une autre composante, qui est la composante compétitive. Voilà, il s'agit de monter un dossier, et lorsque ton dossier est éligible, vous bénéficiez d'un financement. Donc, autour de la banane, il y a aussi bien le CNRA, l'IDT, l'ESA, les universités, pour apporter, pour générer des technologies et pour résoudre les problèmes qui se posent à la banane. Il y a aussi l'ANADER, M. Tano. Ah oui, il y a l'ANADER, oui. Bien sûr, l'ANADER qui est chargé de transférer toutes ces technologies générées par le système de recherche en Côte d'Ivoire au niveau des paysans. Il a parlé tout à l'heure de méthodes de production de Vivoplan. Nous avons formé beaucoup de paysans savent le faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pépiniéristes même qui sont installés, qui le font. Maintenant, il y a des méthodes, ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles. Il s'agit d'apprendre aux paysans à faire les piquetages, hein, à respecter la densité, à préparer les rejets qu'il faut planter, parce que nos paysans, jusqu'à présent, pour certains, n'utilisent pas des vivoplans. Donc, ils utilisent les souches, les rejets comme ça. Il faut leur apprendre à parer donc, ces rejets et souches, à praliner. Il s'agit ici de tremper ces souches-là parées dans une solution d'insecticide. Bon. Donc, il y a aussi les méthodes de lutte contre la cercosporiose par les feuillages. Il y a des méthodes de récolte, les techniques de récolte, parce que les paysans, généralement, ils abattent le bananier et donc le régime tombe et certains fruits même se cassent. Il y a toutes ces techniques-là qu'on apprend et qui ont été générées par le système de recherche qu'on diffuse, qu'on transmet au niveau des paysans.
Il y a un qui a dit tout à l'heure qu'il plantait la banane en vrac. Ouais, il plantait la banane en vrac parce qu'il ne savait pas comment respecter la densité. Il n'avait certainement pas... La densité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur enseignez sur le terrain maintenant? Oui, la densité, c'est le nombre de... D'abord, il faut que je le dise, le nombre de pieds à l'hectare. Avant, on faisait 3 mètres sur 2. Maintenant, il vient de le dire, ils font 2500 pieds à l'hectare, ça veut dire 2 mètres à tous les 2 mètres sur 2 mètres. Voilà. Alors, docteur, qu'avez-vous trouvé pour la lutte contre les parasites du bananier plantain? Parce que c'est récurrent, cette affaire de maladies, parasites. Par rapport aux maladies, bon, le problème qui se pose chez les grains, chez qui nous exportons beaucoup, il y a souvent les problèmes de résidus. Et maintenant, on va utiliser de moins en moins les pesticides. Donc pour nous, il s'agit de vivre avec ces parasites-là. Il y a des parasites, des petits vers qui attaquent les racines, qu'on appelle les nématodes communément. Ces parasites-là, au niveau du CNRA, nous nous sommes dit, il n'est pas question de les tuer, mais de les contourner. Donc pour les contourner, voilà la technologie que nous avons mis au point. Nous considérons la banane plantain non plus comme une culture qu'on met en terre, un rejet qu'on met en terre pour plusieurs récoltes, mais pour nous, on considère la banane plantain comme une culture annuelle. Cette année, nous avons fait le planting et dès qu'on récolte, l'année prochaine, nous replantons, mais en déplaçant le pied. Et puisque ces petites bêtes qui sont dans le sol n'ont pas une grande capacité de déplacement, avant que la racine vienne au contact de ces parasites-là, le bananier a déjà eu le temps de produire. Et ainsi, on évite d'utiliser les pesticides, les nématicides, parce que tout simplement, on aura déplacé le pied. Mais ce que je voudrais ajouter à ce niveau-là, le pays est traversé par plusieurs fleuves, donc il faut mettre à contribution pour la production de la banane, pour combler le vide de pénurie. Vous voyez, la banane, quand vous le plantez, il se cale naturellement sur son cycle. Naturellement. Donc il faut l'obliger pour qu'il produise au moment où vous voulez. Mais pour qu'il produise au moment où vous voulez, la petite chose qu'il faut faire, c'est de lui apporter de l'eau. Pendant les grandes périodes sèches, notamment à partir de novembre, décembre, janvier, février, mars, il faut lui apporter de l'eau. Comme ça, la banane continue de croître. Et puis, peut produire en juin, juillet, août, qui est la période de pénurie. Voilà. Donc, celui qui fait la banane de façon annuelle, chaque année, il cale son cycle. Il plante en juillet. Au bout de 10 mois, il retombe en juin, juillet. Il récolte. C'est la période de pénurie. Tu leur apportes de l'eau et puis ta culture retombe en période de pénurie. Donc la culture annuelle est beaucoup plus intéressante que la manière de cultiver de nos parents, qui mettent un rejet et puis qui attendent qu'on récolte chaque jour. Quand tu laisses le bananier croître comme il veut, mais il se cale naturellement sur son cycle. C'est-à-dire groupé à une période bien déterminée, et puis, bon, le prix baisse. Voilà. Donc là, la production de bananes contre saison, c'est voulu. Seulement, il faut trouver de l'eau pour l'arroser. Voilà, il faut trouver de l'eau pour l'arroser. Il faut investir un peu, acquérir une motopompe, un système d'irrigation, et ce n'est pas ça qui manque en Côte d'Ivoire. Monsieur Tano, on parle aussi de perte après récolte, mais en réalité, dans nos habitudes, ce n'est pas véritablement des pertes. La plus grande partie des pertes, c'est au champ. Parce que lors de la rédaction de la stratégie nationale de développement des cultures vivrières, le ministère de l'Agriculture a dit que les pertes au champ étaient évaluées à 40% de la production de bananes plantains. Cela est dû au fait que la production est groupée. Donc le commerçant, il n'a pas à aller à chercher loin la banane, d'autant plus que le transport coûte assez cher. Ça fait que les plantations qui sont un peu dans des zones inaccessibles sont délaissées et ne peuvent pas être vendues. Leurs produits ne peuvent pas être vendus. Je pense aussi qu'il faudrait qu'on songe à transformer la banane. C'est cela le problème. Il y a les pertes post-récolte
une fois que la banane est au niveau du paysan, on la mange sous toutes les formes pour éviter qu'elle soit Voilà, donc les pertes, c'est au niveau, disons, bon champ. Bon champ, voilà. Mais en réalité, docteur, une fois la banane sortie, on ne perd plus rien. Depuis la loco jusqu'à... Il y a l'IDT qui a beaucoup travaillé là-dessus. Hein. On fait Claclo, on fait Donclou. Il y a plusieurs mets locaux qui permettent de valoriser la banane, même quand c'est à l'extrême du mûrissement. Ça permet de diversifier. A quelque chose à ajouter? J'ai quelque chose à ajouter, puisqu'on parlait de perte post-récolte. Je dirais c'est perte au champ. Je voudrais, moi, interpeller les pouvoirs publics pour qu'on mette l'accent sur la transformation de la banane plantain. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 80, l'Ivoirien consommait 80 kilos de bananes plantain par an. Et ça, c'est sur une période de 9 mois. Mais si on l'avait étendu, si l'Ivoirien pouvait consommer pendant 12 mois, vous verrez qu'on serait à plus de 100 kilos. Hein, on pourrait même dépasser peut-être le manioc. Donc, il est convenable qu'on mette l'accent sur la transformation de la banane plantain. Ça permettrait à cette banane qui est au champ, qui n'est pas sortie, qui ne peut pas être récoltée parce qu'on ne va pas l'acheter, d'être achetée parce qu'il y aura un manque à gagner sur le terrain, sur le marché. Hein, la banane serait transformée et on pourrait donc non seulement apporter de l'argent aux paysans qui ont fait cette banane, mais gagner de l'argent aussi, puisque aujourd'hui nous importons certaines denrées alimentaires. Et quand si on mange la banane en mai, juin, juillet, août, on ne pourrait pas manger aussi ces cultures qu'on importe. Enfin, on pourrait réduire la part de ces cultures qu'on importe. Voici donc l'importance de la transformation de la banane plantain. Voilà, vous parlez de transformation. Justement, nous avons prévu cela dans notre émission. La filière de la banane plantain reste toujours traditionnelle. Elle met en œuvre des moyens et des techniques peu adaptés à la fragilité et à la nature périssable du produit. L'on semble mettre en cause une certaine inorganisation de différentes étapes du circuit de commercialisation. Cependant, des travaux récents ont montré que le phénomène doit être analysé de façon plus minutieuse. Il faut ajouter aussi que des procédés modernes permettent de transformer la banane plantain en chips, cossettes, farine stabilisée et confiture. Le process pour la transformation de la banane plantain en farine de banane. On commence ici par la réception des bananes. Elle se fait par les peser pour connaître le poids de la banane plantain lorsque nous venons du champ. Après l'étape de peser, nous passons à la cuisson. La cuisson facilite l'épluchage des bananes. Actuellement, il est en train de faire le tranchage des bananes. Ici, nous avons un séchoir qui sert à sécher les cossettes de bananes. Ici, nous sommes en train d'enlever les clés pour passer au broyage des cossettes de bananes plantain. Cette machine qui va broyer les cossettes de bananes a été entièrement conçue à IDT. Après le broyage, ici nous avons de la bonne farine de banane plantain. On peut l'utiliser en pâtisserie, en boulangerie, et faire des gâteaux, faire du pain, faire du pizza. On peut faire des pizzas à base de farine de banane plantain. On peut faire des bouillies et vraiment toutes sortes de mets que vous pouvez imaginer avec la farine de banane plantain. La mise en place d'un autre type d'organisation et de structure du circuit de vente a-t-elle été au centre de vos préoccupations vu les pertes énormes sur le marché? Oui, comme je l'ai dit, au niveau du PPAOAP, il y a l'IDT qui fait partie du CNS et qui a pris à bras le corps ce projet de transformation. Voilà.
Aujourd'hui, il y a des pâtissiers qui s'intéressent à la banane. Aujourd'hui, on vient d'acquérir une machine pour la production de farine pour l'alimentation des bébés. Voilà, de plus en plus qui vont valoriser un peu plus la banane. Je donne un exemple. Au niveau du CNRA, par exemple, il y a une variété très très productive qu'on appelle le FIA 25. Mais il n'est pas adapté ni au foutou, ni aux mets locaux. Voilà. Même on ne peut pas l'exporter comme banane dessert. Mais étant un régime peut aller jusqu'à 30 kilos. 30 kilos. Si la transformation est une réalité, ce sont ces genres de variétés qu'on pourra valoriser, par exemple. Mais le fait que la transformation n'est pas encore au point, ces variétés sont encore dans nos collections. Voilà. Mais il s'agira de développer un peu plus la transformation pour que les variétés dont nous disposons, qui sont assez productives, puissent être écoulées. Et je pense que c'est l'un des maillons faibles de la chaîne des valeurs. L'un des maillons faibles de la chaîne des valeurs. Parce que regardez un peu, par exemple, le maïs. Regardez un peu le manioc. Parce qu'au bout de la chaîne, il y a la transformation. Rien ne se perd aujourd'hui. Rien ne se perd. Quand on produit du maïs, par exemple, quelle que soit la quantité, on trouvera toujours, on vend le cacao. Parce que, ça sert à l'alimentation du bétail, ça sert à la farine, ça sert à faire des plats. Donc, vraiment, le maillon faible pour tirer vraiment la production de la banane, c'est la partie transformation. Aujourd'hui, c'est encore timide. Nous sommes au stade des chips. Actuellement, les pâtissiers commencent à prendre à bras le corps la banane plantain. On a de plus en plus des gâteaux à base de banane. Mais encore faut-il que ça rentre dans nos habitudes. Voilà, dans nos habitudes. Mais ça va prendre du temps. Mais je pense que c'est vraiment le maillon faible. Mais avec le temps, on finira par y arriver. Parlant un peu de commercialisation, M. Tano, vous êtes sur le terrain. Et quelles sont les contraintes à l'approvisionnement régulier des marchés? Qu'est-ce que les paysans vous disent, leur véritable problème pour approvisionner les marchés? C'est au niveau même de la commercialisation. Parce que, comme on l'a dit, la banane est cultivée de manière secondaire. Les paysans ne sont pas regroupés. Chacun décide de vendre sa banane au premier venu. Et ce sont ces commerçants qui arrivent sur le terrain, qui fixent le prix de la banane. Ça fait que, ma foi, elle est assez mal vendue. Ça, c'est le manque d'organisation, la faible organisation des groupements qui est à l'origine des difficultés, des contraintes. Est-ce que les groupements même existent véritablement, comme on le verrait au niveau du café et du cacao, puisque la banane, on sait qu'elle est cultivée de façon traditionnelle, elle était une culture secondaire. Est-ce que vous leur enseignez cet aspect pour qu'au niveau de la commercialisation, ils ne sortent pas perdants? Bien sûr. Au niveau à la faveur du WAP dont il a parlé, des groupes de productrices se sont formés et qui essaient de commercialiser tant bien que mal ces productions. Mais l'activité doit être encore menée pour que toutes ces personnes puissent commercialiser leurs bananes. Aujourd'hui, la voie la meilleure, c'est la production de contre-saison pour mieux vendre. Aujourd'hui, nous avons des grandes surfaces qui se développent. Et ces grandes surfaces sont exigeantes en termes de qualité. Ils ne verraient pas dans leur rayon des bananes qui sont noires. Ils sont exigeants en termes de qualité. Lorsqu'on produit de la banane, ce n'est pas parce que ce n'est pas rentable. Ce n'est pas parce que ce n'est pas rentable. Mais ces femmes qui sont organisées au marché, allez-y leur demander de vendre le kilo, elles vont refuser. Mais quand elles vont acheter Borchamp, elles achètent le régime à 1000 francs tout au plus, ou bien à 500 francs. Mais quand elles reviennent sur le marché de Cocody, sur le marché de Trècheville, sur les marchés porteurs, mais 3 doigts de banane à 500 francs pendant la période de pénurie. Le CNRA met à leur disposition des régimes qui vont jusqu'à 44 doigts. Donc un régime peut
vendues au détail comme ça, peut aller jusqu'à 5 000. Elles y gagnent. Donc elles n'ont pas intérêt à qu'on vende au kilo. Quand tout se camoufle dans des tas, et puis on vend le tas ou bien on vend au doigt, elles ramassent beaucoup d'argent. Donc on a vraiment, il faut mener une lutte pour que ces vendeuses détaillantes-là puissent s'ouvrir à la vente au kilo. Aujourd'hui, il faut de nouveaux producteurs. Aujourd'hui, il y a de nouveaux circuits de commercialisation qui arrivent, des marchés qui sont là. On trouve les bananes plantains dans les rayons. Si ces rayons-là sont exigeants en termes de qualité, nous ferons en sorte que la banane se présente bien et ce sera bien acheté. Quelles sont les variétés les plus utilisées? Il y a 2 variétés. Il y a à photo, que les producteurs eux-mêmes préfèrent beaucoup. Mais il y a aussi des variétés, ce qu'on appelle les French, là, les agnonais, qui sont beaucoup utilisées aussi. Donc ce sont ces 2 principalement qui sont produites et qui sont commercialisées et appréciées par les producteurs et par les consommateurs. Alors, y a-t-il eu des études à votre niveau aussi sur la question de la conservation? La conservation est liée à un certain nombre de facteurs. Normalement, quand on plante la banane, à 7 mois, on a la floraison. À 90 jours, il faut couper la banane. Mais quand on coupe à 90 jours, on a tout au plus 1 semaine pour que la banane vieillisse. 90 jours, ça veut dire que la banane est complètement mûre, comme les consommateurs aiment. Voilà, on a la maturité physiologique. Voilà. Alors qu'en réalité... voilà, ça c'est l'extrême de la maturité. L'extrême de la maturité. Mais si on veut conserver cette banane-là, déjà, à 70 jours, tout ce qu'il faut à la banane, tous les éléments nutritifs sont déjà là. Donc, on peut couper entre 60 et 75 jours. Ça n'enlève rien la qualité de la banane. Ça n'enlève rien à la qualité nutritive de la banane. Et ça permet de conserver un peu plus la durée de vie verte. Voilà. Alors, les habitudes alimentaires encouragent les producteurs à récolter tard la banane plantain. Le niveau de remplissage préféré des consommateurs correspond à des fruits proches de la maturité. Parallèlement, la demande de bananes plantain mûres est forte, car celle-ci entre dans certaines préparations culinaires communes en Côte d'Ivoire. Traditionnellement, la banane plantain est consommée sous diverses formes: banane braisée, foutou, foufou et aloko, pour ne citer que ces 4 aliments. Et lorsque vous fendez la banane dans le sens de la longueur, à l'intérieur, nous avons des petits grains. Et ce sont ces petits grains-là qui contiennent toutes les valeurs nutritives de la banane plantain. Mais pourquoi le jeter? Ce n'est pas ignorance que nous jetons cela, mais ne le jetez plus. Certes, je pense que sur le plan photo, ça donne des côtés esthétiques de votre photo, c'est-à-dire ça fait des petits points noirs, mais ça fait aussi une décoration pour le photo, ça fait très bien, mais ne le jetez pas. Même si vous ne le voulez pas dans le photo, mais lorsque vous l'enlevez au niveau de la banane, il faut le consommer. C'est là que sont concentrées toutes les valeurs nutritives de la banane plantain. Ne le jetez pas, consommez-le, ça vous fera du bien. Alors, il n'y a pas d'aliment qui tue. Si l'aliment tuait, ça allait être un poison. Or, lorsque nous parlons d'alimentation, nous parlons d'aliments. On ne parle pas de poison. Concernant la consommation de la loco, la loco ne fait pas grossir. Du fait que la calorie de la banane elle-même, lorsqu'elle est mûre, ça ne dépasse pas les 125 calories à 100 grammes. Alors, moi, j'ai toujours dit, si vous voulez manger de la loco, prenez la banane qui n'est pas trop mûre. Voilà qui est clair. La banane plantain a un rôle important dans l'alimentation locale, mais ne pensez-vous pas que dans sa forme traditionnelle actuelle, la culture de cette spéculation est le plus souvent conduite avec peu de soins, sans intrants? Absolument. Absolument. Allez-y, M. Tano. Oui, absolument. Puisque quand le paysan a planté son cacao, sa femme même vient en seconde position mettre la banane, c'est sans soin que cela est fait, c'est sans importance. Donc, les méthodes de protection des plants ne sont pas utilisées, ne sont pas réalisées. Les feuillages n'ont même pas exécuté. La préparation des rejets, des souches qu'on doit planter ne sont pas faites. Donc, voici
la banane plantain est négligée, la culture est négligée. Voilà. Docteur? La banane accompagnait les cultures pérennes. Dans son rôle d'accompagnateur, bon, ce n'est pas lui la culture principale. Donc on ne s'en occupe pas. Voilà. Son rôle, il est question aujourd'hui de changer les habitudes. Voilà, ce qu'on attend du bananier, c'est d'apporter l'ombrage, d'apporter une humidité résiduelle pour que le cacaoyer, le caféier, puisse bénéficier de cette humidité résiduelle. C'est ce qu'on attend du bananier. Si ça produit, c'est pas ça. Mais vous et moi, j'ai investi par exemple 10 millions pour 1 hectare. Je ne peux pas négliger. Si on me dit il faut apporter tel intrant pour qu'au finish, j'ai 10 tonnes à l'hectare, mais je me dois de le faire. Si par exemple, le supermarché qui doit acheter mes bananes me dit il faut que tes bananes soient présentables, je suis tenu, en coupant mon régime, de prendre soin de ce régime-là, de mettre ça dans les cagettes. Donc moi je dis, il faut de nouvelles personnes qui produisent la banane. Le mangeur de banane, lorsqu'il n'a pas mangé la banane dans la journée, il dit « je n'ai rien mangé ». Il dit « je n'ai rien mangé ouais. ». Or, il y a 4 mois où il est privé de la banane. 4 mois. Juin, juillet, août, il n'y a pas de banane. Ah, ce monsieur-là, tu lui apportes un régime, si tu lui dis 5 000, il est prêt à mettre 5 000. Voilà. Et ça, il faut qu'on le fasse. Et c'est l'un des secteurs où, pour l'instant, nos amis européens ne sont pas encore dedans. Nos amis libanais ne sont pas encore dedans. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne prendrait pas ça avec les quantités de fleuves qui traversent notre pays? Moi, je suis écœuré quand je vois le long de ces fleuves-là des plantations d'EVA. L'EVA n'a pas besoin de ces eaux. C'est une plante pérenne. Je crois que c'est du côté de la Koumoué à Bengourou qu'il y a 2 plantations. Le long de la Koumoué qui était la Bengourou jusqu'à Bassam. Jusqu'ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tous ces fleuves qui sont là, il faut une volonté politique. Une volonté politique qui puisse faire en sorte qu'il y ait une politique d'irrigation du pays. Qu'on aide les cadres qui veulent s'investir dans ce genre de culture à cycle court. Qui peuvent rentrer en 10 mois, ils peuvent rentrer dans ces investissements. On vous a compris, alors on va prendre quelques questions des internautes. Y a-t-il une variété idéale de bananes conseillée par les chercheurs? Les consommateurs, lorsque tu mets plusieurs variétés, plusieurs régimes devant eux, c'est le calibre du fruit qui les intéresse. Donc c'est les gros doigts, c'est les cornes qui les intéressent. Voilà. Mais pendant la période de pénurie, il n'a plus de choix. Voilà. Donc il peut aller jusqu'à consommer les French. Certaines variétés résistent-elles aux maladies? Ah bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des hybrides qui ont été sélectionnés spécialement pour les 2 hybrides dont vous parliez tantôt. Les Pita et Fia. Oui. Les bananes de contre-saison et celles cultivées en période normale sont-elles identiques en termes de qualité et de poids? Ah oui, c'est une valeur intrinsèque à la banane. Hein. Ce n'est pas parce que c'est en contre-saison ou pas. C'est la valeur intrinsèque. Voilà. Les intrants qu'on y apporte permettent d'extérioriser ces valeurs intrinsèques-là. On parle de plus en plus d'aliments bio. Les produits utilisés pour lutter contre les maladies du bananier ne sont-ils pas dangereux pour l'homme? C'est justement pour ça que le CNA travaille pour qu'on utilise de moins en moins les pesticides. J'ai parlé tout à l'heure de la culture annuelle et qui contourne les nématodes, par exemple. Voilà. Et ça nous évite d'utiliser les nématicides. J'ai parlé tout à l'heure de l'alternance d'une ligne de variété résistante avec une variété sensible qui permet de bloquer la maladie. Ça nous évite d'utiliser les fongicides. Voilà. Donc, autant de techniques que le Sénat a développées qui permettent d'utiliser de moins en moins les pesticides. Parce qu'effectivement, le problème de résidus constitue un problème majeur. Voilà. Monsieur Tano, peut-on gagner sa vie avec la culture de la banane comme avec celle du cacao? Oui. Comme avec celle aussi du manioc, comme on l'a dit. En même temps. Oui. Un message à passer. Aujourd'hui, selon les estimations, après une culture de contre-saison de banane, puisqu'il faut qu'on y aille maintenant, on peut gagner environ 6 millions par hectare. Et donc, c'est assez rentable. Et je rejoins Nyouri Goli pour dire qu'il faut s'y lancer. Il faut commencer à entreprendre la culture de banane de contre-saison. Docteur? On peut vivre de la banane plantain qui peut devenir un agro-business. Surtout qu'aujourd'hui,
il y a les grandes surfaces qui se développent en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de fleuves. Voilà, il suffit d'investir un peu pour faire de la banane de contre-saison. Voilà. Donc, en termes de perspective, la production de la banane de contre-saison est un avenir pour nous. Surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'intellectuels qui, en s'investissant dans cette culture-là, peuvent gagner leur vie. Merci, messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. La question relative à la période de pénurie de la banane plantain dans les différents pays pourrait connaître une solution. Le système d'irrigation montre que cette spéculation peut être cultivée en zone de savane. Cette technologie devient ainsi une opportunité pour initier la culture de bananes plantain de contre-saison afin de combler le déficit enregistré d'avril à septembre. Nous recevions le docteur Nyouri Philippe, directeur de la station CNRA Bembresso, point focal du projet PPAO WAP, et M. Kakutano, coordonnateur des filières racines, tubercules et plantains à l'Agence nationale d'appui et du développement rural ANADER. À lundi prochain pour la découverte d'une autre spéculation, et ce sera la pisciculture. Bonsoir.